Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Philibert. Comment tu vas, Cédric? Ça va, merci. Et toi? Ça va très très bien. Je suis Oh. très content de t'accueillir pour parler d'un sujet comme je te disais juste avant qu'on démarre l'enregistrement, qui me tient à cœur parce que j'aime faire des podcasts sur des thématiques un peu complexes et surtout sur des thématiques qui sont d'actualité. Donc là, aujourd'hui, on va parler de voitures électriques, notamment pour que à la fin de ce podcast, vous puissiez avoir réponse aux différentes questions qui existent sur ce sujet, que les moindres clichés ne restent pas enfin, que vous puissiez répondre du coup aux différentes questions qu'on vous pose sur la voiture électrique, hein, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes. Hein. Je dis, c'est pas aujourd'hui de pouvoir de faire du lobby sur la voiture électrique, c'est plutôt de répondre aux questions de manière scientifique et véritable, et surtout aussi de parler de ton livre. Donc pourquoi la voiture électrique est bonne pour le climat, plus concrètement. Avant de démarrer, avant de pouvoir te laisser la main pour te présenter, je voulais juste citer une partie de ton livre qui m'a, juste pour rappeler un peu l'objectif du podcast aujourd'hui. Donc je cite concrètement, donc selon l'IAE, il faut que 2 voitures neuves achetées sur 3 soient électriques en 2030. Pour y arriver, il faut certains développements, mais il faut surtout que les citoyens et citoyennes se voient offrir une information de qualité, capable de mettre en pièces les demi-vérités. Donc ça, c'est l'objectif de ton livre et c'est aussi du coup l'objectif du podcast du jour. Donc je te laisse la main, Cédric. Donc je commence par une présentation. Donc qui es-tu? Euh, je suis un jeune retraité, euh, retraité de l'Agence internationale de l'énergie où j'ai travaillé à peu près 20 ans. Avant ça, j'ai été à l'ADEME. Avant ça, j'ai été au cabinet du ministre de l'Environnement. Et encore avant, j'ai été journaliste, plutôt journaliste scientifique. J'ai commencé dans l'écologie, hein. J'ai écrit un premier article sur le changement climatique en 84. Ça fait tout juste 40 ans. En 90, quand je suis sorti du cabinet de Brice Lalonde, car c'était lui, j'ai écrit deux livres, l'un sur le changement climatique, qui s'appelle La Terre brûle-t-elle, et l'autre sur les énergies renouvelables, qui s'appelait du neuf sous le soleil. Celui-là a été écrit en collaboration avec d'autres auteurs. Donc ça veut dire que déjà en 90, j'associais vraiment les deux sujets, c'est-à-dire que je pensais que les renouvelables allaient être la principale solution pour lutter contre le changement climatique. Et bah, j'ai pas changé d'avis, parce qu'à l'époque, le photovoltaïque coûtait extrêmement cher, les éoliennes mesuraient 25 mètres de haut et elles produisaient 30 kilowatts au mieux. Voilà, donc ça c'était dans les limbes, hein. Ce qui existait déjà, c'était l'hydraulique, évidemment, c'était la biomasse, mais la biomasse est limitée ça prend beaucoup d'espace, sans parler des intrants. L'hydraulique, bah, c'est bien là où on a des montagnes et des possibilités, mais c'est pas partout. Donc ça continue de se développer aujourd'hui dans les pays en développement, mais dans les pays industriels, on n'en fait plus ou très peu. Et par contre, on restitue, des fois, on démolit des barrages pour restituer des cours d'eau et la vie dans les cours d'eau. Donc le bilan, il n'augmente pas, il diminue un peu parce qu'il y a de moins en moins d'eau. On ne sait pas si c'est on a eu des mauvaises années sur l'hydroélectrique, on ne sait pas si c'est le nouveau normal ou si ça va revenir au niveau antérieur. Enfin, voilà. Donc finalement, le potentiel, il se trouve dans le solaire et dans l'éolien. Et là, le potentiel est virtuellement illimité à l'échelle de nos besoins. Donc je me suis beaucoup occupé de ça. C'est-à-dire que à l'Agence internationale de l'énergie, j'ai fait 10 ans sur les accords sur le changement climatique. Et bon, j'ai le sentiment d'avoir aider à avancer la réflexion et à faire comprendre aux gens qui voulaient agir que le changement climatique, c'était pas comme les problèmes traditionnels d'environnement, qu'on n'allait pas pouvoir procéder par des interdictions, euh, même que des taxes allaient lisser, parce que le CO2, c'est lié à toute consommation d'énergie fossile. Les énergies fossiles, c'est 80% de nos énergies aujourd'hui. Le développement repose beaucoup sur les énergies fossiles. Donc, la conversation avec les pays en développement au sein de la Convention climat était extrêmement difficile parce qu'ils disaient c'est vous qui avez pollué et nous, on a le droit de se développer. Donc, voilà. Donc, les écologistes et l'Union européenne voulaient des objectifs à la fois ambitieux et contraignants. Et moi, j'ai dit dès ce moment-là, non, les objectifs seront ou ambitieux ou contraignants.
Mais ça ne marchera pas de vouloir imposer aux gens des objectifs ambitieux et contraignants. Alors je sais bien, c'était ce qu'on faisait avant, ce qu'on faisait sur les CFC, ce qu'on faisait sur les oxydes d'azote, sur les oxydes de soufre, la pollution transfrontalière. On a eu des protocoles avec des objectifs ambitieux et contraignants. Mais là, dans l'affaire du climat, ça ne pouvait pas marcher. Et on l'a vu avec le refus des pays en développement d'entrer dans la mécanique des engagements contraignants du protocole de Kyoto. On l'a vu avec le refus des États-Unis de se sentir liés par ce protocole. Voilà. Et donc, pendant 10 ans, j'ai travaillé là-dessus et j'ai expliqué aux gens, non, il faut des objectifs ambitieux, oui, mais ils ne seront pas contraignants. Et de fait, c'est ce qu'on a fait à Paris finalement. On a pris des objectifs très ambitieux à Paris, mais ils ne sont pas contraignants. Les pays définissent eux-mêmes leurs engagements nationalement déterminés, c'est comme ça qu'on les appelle. Il n'y a plus de négociations pour dire on fait tous moins 5%, ça marche pas. Euh, et après, j'ai passé 10 ans sur les énergies renouvelables. J'ai fait des feuilles de route Ouais. sur l'hydroélectricité, sur l'éolien, sur le solaire thermodynamique, sur le solaire photovoltaïque. J'ai écrit un rapport, c'est peut-être le seul dont je suis un peu content ou fier avec le recul, qui s'appelle Solar Energy Perspectives, qui au fond décrit comment pour lutter contre le changement climatique, il va falloir développer surtout le solaire et l'éolien qui en dérivent, et électrifier les secteurs d'utilisation finale, les transports, les bâtiments, l'industrie. Et au fond, c'est ce que l'AIE, alors l'AIE l'a publié, mais l'a publié un peu pas sous le manteau, mais il n'a pas fait beaucoup la promotion. Et puis à cette époque, les publications principales de l'AIE n'ont pas repris ce thème, mais elles l'ont repris 10 ans après, en 2021, avec le net zéro. Ouais. Et là, j'ai reconnu la démarche, la même idée qu'on trouve aussi dans la stratégie nationale bas carbone en France, mais je pourrais dire en Chine, je pourrais dire aux États-Unis, je pourrais dire partout dans le monde. Pour lutter contre le changement climatique, on va essentiellement s'appuyer sur le solaire et l'éolien et sur l'électrification des usages. Voilà, ça c'est la clé. Après, il y a les économies d'énergie, il y a la sobriété, il y a tout ce qu'on veut, mais le cœur du truc, ça va être l'électrification et, euh, et les renouvelables. Il y aura aussi du nucléaire si les gens veulent, il y aura aussi du solaire thermique, il y aura aussi de la biomasse. Je ne veux rien exclure. Il y aura même un peu de capture et de stockage du CO2. Si on n'en fait pas l'alpha et l'oméga de toute Ouais. politique, il en faudra un peu peut-être pour le ciment. Voilà. Il y aura d'autres choses, mais le cœur de la stratégie contre le changement climatique, c'est ça. Éolien, solaire, électrification des usages. Et pour quelle raison, de manière, on va dire plutôt brève, sur pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin, du coup, même si je sais qu'on en avait discuté aussi avec, avec d'autres personnes au sein du podcast, que ce soit Damien Salel, Karim Megarbi, etc., que tu connais, euh, pourquoi il y a ce besoin, cette nécessité d'aller justement tout électrifier avant qu'on parle plus précisément de la voiture électrique? Ben, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, en réalité, pour chasser les fossiles. Les fossiles, c'est 80% de notre énergie. C'est beaucoup. Alors, c'est une partie, évidemment, pour faire de l'électricité, hein. La fabrication de l'électricité, ça fait presque 40% des émissions de CO2 et ça ne fait que 20% de l'énergie finale dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pertes. Quand les centrales à charbon ou même à gaz, ben, il y a beaucoup de pertes. L'efficacité moyenne d'une centrale à charbon, c'est entre 35 et 40%. Centrale à gaz, ça va entre 40 et 60%. Voilà, c'est le nucléaire, c'est 35%. Tout procédé, c'est la loi de Carnot, tout procédé où on fait de l'électricité ou une action mécanique à partir de chaleur, à partir d'un combustible, bah, elle a un rendement qui est très fortement limité par la seconde loi de la thermodynamique. C'est vrai aussi pour les voitures d'ailleurs, hein, l'essence qu'on met dans une voiture, bah, il y a 70% ou 75% qui va partir en chaleur, et puis il y a 25%, 30%, 15% selon les allures, selon les cas, etc., qui va servir à faire de la mobilité. Donc en électrifiant, on va réduire considérablement le besoin d'énergie, hein. Dans tous les scénarios net zéro, il y a moins d'énergie finale, en général 40% en moins. Euh, c'est en partie dû aux économies d'énergie, au sens habituel du terme, les voitures plus performantes ou les passoires thermiques qu'on isole, etc. Et en partie, et en bonne partie, je dirais, l'électrification elle-même qui apporte ce progrès sur l'énergie finale. Et en plus, cette électricité peut être fabriquée massivement avec
des renouvelables, donc être massivement bas carbone. C'est pour ça que c'est la clé pour chasser les fossiles. Alors, encore une fois, il y a d'autres choses. On peut mettre un peu de biomasse, on peut mettre du solaire thermique, mais c'est plus compliqué. Le solaire thermique, euh, vous faites une installation de solaire thermique, vous allez avoir beaucoup trop d'énergie captée en été quand vous n'avez pas besoin et vous aurez plus de mal. Enfin voilà, le soleil, il est plutôt présent quand on n'a pas besoin de lui, sous forme pour des besoins de chaleur. Par contre, si avec le soleil on fait bah, la climatisation et puis les data centers et puis tous les autres besoins électriques, là il y a pas, il y a moins de difficultés. Disons qu'il y a pas, le décalage entre le moment où il y a le soleil et le moment où on en a besoin, il est moins prononcé. On utilise les data centers aussi en été et la climatisation surtout en été. Donc voilà, il y a une versatilité avec l'électricité qui est très grande et qui permet de faire beaucoup de choses. Je voulais revenir sur la base, avant de parler des différents thématiques qui peuvent exister sur la voiture électrique, la batterie, les métaux, la pollution, etc. Bien sûr, les émissions de CO2. Euh, Juste, si tu peux nous faire un petit rappel de la situation actuelle sur le transport, plus particulièrement, bien entendu, sur le transport routier qui utilise du coup des énergies fossiles, avant qu'on puisse aller plus dans le détail sur ce qui existe par rapport à ces clichés-là et qu'on puisse ben, du coup en parler un par un. Juste une vision un peu globale de la situation. Les transports, on va parler des transports terrestres, on va mettre de côté les cargos et les avions, hein. C'est plus compliqué, bon, ça serait un autre sujet en soi. Les transports terrestres, c'est quand même massif, hein. Chez nous en France, c'est 16% des émissions de CO2 pour les voitures particulières, et puis on peut ajouter de 11 à 12% pour les utilitaires. Moitié pour les utilitaires légers, et moitié pour les poids lourds, comme on dit, les camions. Bon. Et surtout, c'est le secteur dont les émissions ne cessent d'augmenter, alors que les autres sont en réduction. Alors, on peut discuter des raisons pour lesquelles elles sont en réduction, c'est il y a du progrès technique, il y a une part de délocalisation pour ce qui est de l'industrie, mais ça, dans le bâtiment, ça diminue sous l'effet de progrès, alors que les mètres carrés par personne augmentent avec la décohabitation, avec tout ça. Voilà, il y a un problème spécifique au transport qui est que voilà, ça ne cesse d'augmenter et c'est beaucoup les voitures. Et ce qu'on a fait jusqu'à présent, et on fait quand même des choses depuis 50 ans pour essayer de limiter l'invasion de la voiture. Dans les années 1900 et jusqu'à 1970, on a tout fait pour la voiture. On a fait des routes, on a fait le pétrole, on a fait les carburants, on a tout fait pour la voiture. Bon, on l'a beaucoup trop encouragé. Il y a des premières critiques qui se sont exprimées à ce moment-là, comme euh, Jean Forestier ou d'autres économistes, Alfred Sauvy, surtout, qui a dit qu'on faisait pas assez pour le logement et trop pour la voiture. Bon, il avait raison, euh, très en avance. Mais depuis les années 70, beaucoup de municipalités ont réalisé qu'elles ne pouvaient pas abandonner l'espace urbain aux voitures, parce que c'est un mode qui dévore l'espace et qui ne répond pas aux besoins de tout le monde, parce que les enfants, parce que les vieillards, parce que les immigrés, parce que les pauvres, parce que, etc., ne conduisent pas, donc c'est compliqué, etc. Donc ils ont remis des transports en commun. Ils ont évité, alors qu'on les supprimait avant, hein, on a supprimé le tramway dans Paris en 36 pour faire la place aux voitures, etc. On a fait beaucoup de bêtises. On les a supprimés encore avant aux États-Unis, alors que en 1910, il y avait des tramways partout, il y avait des voitures, donc des tramways électriques hein, partout. Bon, voilà. On a essayé d'inverser ça depuis les années 70, la naissance du mouvement écolo, les premières manifs à vélo. On l'a fait assez vite, on l'a fait lentement, mais finalement, on le fait. On le fait, on voit que le vélo aujourd'hui dans Paris, ça représente une part importante des déplacements. On voit que quand même les transports en commun, on les a quand même développés. Alors on peut toujours critiquer, dire qu'on n'a pas fait assez, etc. Mais on voit qu'il y a toujours eu des phases où on a fait le RER, on a fait des villes nouvelles pour essayer d'avoir un urbanisme plus concentré, donc moins de flaques qui posent la voiture. On a fait des choses pour essayer de lutter contre l'envahissement automobile. Et en réalité, 80 des déplacements personnels se font en voiture.
aujourd'hui en France et 90% des déplacements de marchandises se font en camion. Alors, moi, je suis favorable à toutes les alternatives. Je suis favorable au transport en commun, à la marche à pied, au vélo. C'est à la fois des décisions personnelles et des décisions collectives, des investissements. Il y a des questions d'argent, il y a des questions de décision de la part des mairies, de se mettre d'accord au niveau des communautés de communes, etc. Il y a plein de choses à faire et on n'en fait pas assez. Mais je ne crois pas, en ce qui me concerne, qu'en l'espace de 20 ans, 30 ans, on va complètement renverser la vapeur. Si on arrivait à réduire l'usage de la voiture, et on passait de 80 à 70, 60%, 50%, ce serait formidable. Mais il reste les 50%, les autres 50%. Puis si on prend à l'échelle du monde, c'est pareil. Euh, Dans le monde, il y a 1 milliard de voitures particulières. Et dans les pays développés comme la France, il y a une voiture particulière pour 2 habitants. Alors, moi, je rêve qu'on réussisse à diminuer ce nombre et à passer à, mettons, une voiture particulière pour 5 habitants. Mais si je mets ça dans un monde de 10 milliards d'habitants, une voiture pour 5, ça me fait 2 milliards de voitures. Le double aujourd'hui. Alors je peux dire, je veux pas de ça. Déjà, c'est un vrai effort de, bizarrement, mais en double nombre de voitures, mais c'est un vrai effort de sobriété dans les pays développés. On peut dire, je veux faire beaucoup mieux. Et au fond, qu'est-ce qu'on va finir par dire? Ben, je vois pas pourquoi les Africains, les Asiatiques et les Latino-Américains, ils auraient des voitures aussi. C'est ça que ça dit. Si on dit non, on veut un monde euh, où on limite le nombre de voitures, où on réduit le nombre de voitures, voilà, il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, alors, quelque part, on peut profiter de ce que les infrastructures sont pas achevées pour dire bah, il faut vraiment favoriser dès le début les transports collectifs, il faut restructurer je sais pas, on a restructuré les lignes de bus dans les grandes villes latino-américaines et ça va bien marcher. Les villes africaines ne l'ont pas fait. Circulation est absolument chaotique et il n'y a pas de transport en commun commode, etc. Bon, mais voilà, il y a juste pas de raison de penser le futur en disant, bah oui, l'inégalité fondamentale du monde va persister et personne, enfin voilà, des populations entières seront dépourvues de moyens de transport et marcheront 2 heures par jour, 3 heures par jour pour aller vendre leurs légumes sur le marché. Il y a, franchement, voilà. Donc, il va falloir des voitures un peu partout. Et si on veut pas que les émissions de CO2 s'envolent, si on veut les réduire, les amener à net zéro, c'est-à-dire à un niveau qui est égal à celui des captures que nous savons améliorer, ben, il faut diviser les émissions nettes brutes pardon, par 10 ou 15. Et voilà, on ne fera pas ça uniquement avec la sobriété, les transports en commun, la marche à pied. Donc il faudra des voitures et des camions et il faudra les électrifier parce que c'est la bonne façon, je ne connais pas d'autre en fait, de ramener ces émissions à un niveau très bas. Merci du coup pour en effet le paysage là qu'on a pu dresser. T'as bien raison, hein, c'est l'objectif aussi de parler de ce sujet-là aujourd'hui. Euh, Ce qui m'a vachement marqué aussi dans ton livre, avant de passer au cliché, c'était un peu l'histoire aussi de cette voiture électrique que je connaissais pas, où tu Ah disais que dans oui, les années, je sais plus, je crois que c'est 70 ou 80, où justement il y avait déjà des voitures électriques. Il y avait déjà cette volonté d'aller faire de la voiture électrique et on a eu du coup des lobbies qui se sont emparés du coup du sujet, les lobbies du coup pétroliers et d'autres constructeurs pour justement empêcher l'émergence oui, oui. de cette voiture électrique. Est-ce que tu peux raconter un peu ce sujet-là? Ah oui, oui, c'est ce que c'est intéressant. Alors, bon, je raconte dans le livre plusieurs épisodes. D'abord, au tout début de la voiture, il y avait autant de voitures électriques que de voitures thermiques. Ouais. Bon. Euh, et puis la voiture thermique l'a emporté. En fait, quand elle s'est équipée de démarreurs électriques, c'est assez marrant. Parce qu'avant, c'était la manivelle et les retours de manivelle cassaient les bras des. Bon, bref. Euh, mais à l'époque, on avait que des batteries au plomb, elles étaient lourdes et peu denses, donc on avait un problème d'autonomie, il fallait beaucoup de batteries pour aller un peu loin. Mais il y a des gens qui préféraient déjà la voiture électrique, et notamment la femme d'Henry Ford avait une voiture électrique fabriquée par un autre constructeur, et elle voulait pas abandonner ça pour la Ford T, parce que je trouvait que c'était beaucoup plus propre, silencieux et beaucoup plus agréable. Bon, ça c'est un peu la petite histoire. Après, donc il y a eu une assez longue éclipse.
Et puis, effectivement, il y a eu la politique en Californie du véhicule à zéro émission. Et donc, c'était un peu forcément l'électrique. Alors, on n'avait pas encore les batteries qu'on a aujourd'hui, mais on a fait, à partir d'ailleurs d'un modèle de General Motors qui avait remporté une course solaire, donc qui était super efficace, la première course solaire en Australie. On s'est inspiré de ce modèle pour faire l'Impact. Et l'Impact, alors c'était une voiture qui était louée. Et au fond, tous les vedettes de Hollywood avaient leur impact et s'affichaient avec leur impact, comme aujourd'hui d'ailleurs, ils s'afficheraient avec une Tesla probablement. Euh, donc ils étaient très contents d'avoir cet impact. Il y en avait un millier à peu près et ça marchait plutôt pas mal. C'était une voiture assez performante. Et puis General Motors s'est laissé convaincre par les pétroliers qui ont lutté contre la voiture électrique dès ce moment-là, de rappeler ces voitures et de les broyer. Et elles ont été broyées alors que les gens voulaient les garder. Donc ils étaient pas contents. Ils ont fait une cérémonie qu'on trouve sur le net, j'ai donné l'adresse, une cérémonie d'enterrement de l'impact, disant oui, oui, les pétroliers ont raison, cette voiture ne peut résoudre les problèmes de circulation que de 95% de la population, bon, pas tout le monde. Voilà, il y avait pas mal d'ironie. Et c'est aussi à cette époque d'ailleurs que les pétroliers ont commencé à faire ce qu'on appelle de l'astroturfing, c'est-à-dire à susciter des mouvements de citoyens plus ou moins authentiques qui luttaient contre divers aspects. Par exemple, il y avait un mouvement de contribuables qui disait notre argent ne doit pas servir, notre argent ne doit pas servir à financer des bornes de recharge. Parce que c'est notre argent et on ne veut pas qu'il serve à ça. Voilà. Vous avez des faux mouvements de citoyens qui permettaient de lutter. Et on a ça aussi aujourd'hui. Euh, on a ça aussi aujourd'hui, sauf qu'en plus, on a des vrais mouvements de citoyens qui se font égarer, à mon sens, par les lobbies du pétrole, qui n'arrêtent pas de. Alors, il y a souvent un grain de vérité hein, dans les mensonges, mais ce grain de vérité est extraordinairement extrapolé. On en fera sûrement des exemples avec les mines, les métaux, etc. Il y a évidemment des grains de vérité, il y a évidemment des difficultés, il y a évidemment des problèmes, mais ces problèmes sont très, très inférieurs sont bien moins graves que ceux que ça permet d'éviter. Euh, et c'est ça qu'un certain nombre de mouvements ou de commentateurs ne voient pas. Donc c'est entre autres ça que j'ai essayé de rectifier dans le bouquin. Ouais, exactement, mais c'est en plus la préface de François Gémen qui dit exactement ça, et c'est un peu ton discours aussi pendant le livre, et dans Global, c'est ce que aussi j'essaie de montrer aussi dans le podcast en interviewant les différentes personnes, et c'est le discours qui ressort, c'est il n'y a pas de solution parfaite, hein, sinon ce serait Bien trop sûr, simple, et on bien est sûr, toujours, c'est tout pas blanc ou noir, hein, c'est beaucoup gris, bien sûr. et il faut choisir le moins pire, on va dire, Exactement, pour est-ce que l'urgence est là et qu'il n'y a pas pas de choix de exactement. pouvoir agir de pouvoir agir plutôt que d'attendre d'être attentiste sur cette thématique. Tu parlais du coup des batteries juste avant, donc avant il y avait des batteries en plomb, donc qui étaient plus difficiles, plus lourdes, sûrement plus polluantes aussi. Maintenant, Oui. comment se constitue sur les batteries? Quels sont les métaux utilisés Alors, sur les batteries de après le voitures plomb, il y a électriques? eu Ouais, les nickel, nickel hydrure, etc. ok. Mais c'est la révolution du lithium-ion qui a tout changé, parce que le lithium-ion a tout changé. Il a changé. Tiens, mon téléphone qui sonne, bah, il a une batterie au lithium-ion. Et sans lui, il n'y aurait pas de portable, il n'y aurait pas de smartphone. Hein. Sans la batterie lithium-ion, ça n'existerait pas. Le portable, l'ordinateur portable n'existerait pas sans la batterie lithium-ion. Ce ne serait pas du tout le même objet. Donc ça a changé nos vies, cette batterie, déjà. Et les gens euh, enfin bref, la batterie lithium-ion est très performante. C'est vraiment la découverte, enfin l'invention qu'il fallait réaliser pour que la voiture électrique vraiment puisse se mesurer à la voiture thermique, c'est-à-dire puisse avoir une autonomie suffisante, une rapidité de recharge suffisante, vraiment des tas de caractéristiques. Alors c'est pas les caractéristiques exactement évidemment d'une voiture thermique,
Sur certains côtés, elle est supérieure, sur d'autres, elle est inférieure, hein, y a pas de doute, c'est pas exactement la même voiture, mais c'est ce qui permet quand même de penser la voiture électrique comme oui, une continuation de la voiture thermique. Alors c'est ce que certains vont lui reprocher, les gens qui n'aiment pas, qui sont contre les voitures, ils ont raison d'être contre l'envahissement ou le monopole de la voiture, ils ont raison. Mais voilà, les gens ont besoin. Alors, parce que je lis ça tout le temps. Oui, il faudrait que des petites voitures, parce que beaucoup de trajets se font sur des petites distances et finalement une petite batterie suffirait. Oui, mais les gens, ils veulent une voiture qui peut aussi permettre de partir en week-end, ce qu'ils font un certain nombre de fois par an. Et ils font des trajets alors on les classifie comme plus de 80 km, mais ça peut être 200, ça peut être 300, ça peut être 600. Bon, c'est pas, ils font pas ça tout le temps, mais ils veulent pouvoir le faire, à tort ou à raison. Mais c'est comme ça, ils veulent pouvoir le faire. Et ils veulent pouvoir, dans cette voiture où ils sont souvent seuls, et ils veulent pouvoir emmener toute la famille, et le chien, et bon. Voilà, euh, c'est la voiture à tout faire. Elle peut être plus ou moins grosse ou petite, hein. Je dis pas qu'il faut que des grosses voitures, je ne vais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, des tas de gens ont des bonnes raisons. Alors, parce qu'on nous dit la grosse voiture, oui, c'est pour montrer qu'on est fort, qu'on est puissant. Oui, c'est à cette dimension, elle existe. Mais c'est parfois aussi juste pour pouvoir emmener tout le monde dans la voiture. Euh, les riches peuvent parfois partir en vacances en prenant le train ou l'avion, d'ailleurs. Et ils vont vers leur résidence secondaire ou dans des locations de luxe. Les pauvres, bah, ils partent en voiture et ils vont au camping. Il faut emporter la tente et tout le matériel de camping dans la voiture. Donc il faut une voiture d'une certaine taille. C'est un peu schématique de dire on devrait avoir que des petites voitures à l'autonomie limitée. Si on veut que ce changement ait lieu et qu'il soit accepté par la population et que ces voitures rendent à peu près les mêmes services que les voitures d'aujourd'hui, bah, il faut accepter une certaine taille de batterie, une certaine autonomie. Puis il y a un côté psychologique, les gens ont peur de tomber en panne, ils n'ont pas encore confiance, le système de bord n'est pas encore absolument parfait, on ne peut pas partout payer avec juste sa carte bleue. Voilà, donc il y a encore des problèmes à résoudre qui vont, à mon avis, se résoudre, qui sont en train de se résoudre. On a maintenant, je sais pas, au début d'année, on avait 118 000 bornes de recharge publique, on en installe dans les propriétés, etc. Donc tout ça se met en place, hein. Mais tout n'est pas encore parfait. Et il faut des voitures capables d'aller d'un point à un autre sans poser trop de difficultés aux conducteurs. Avant de revenir à la partie batterie, donc tu parlais juste des recharges et de l'autonomie aussi, juste là, pour rebondir sur le sujet. Est-ce qu'il y a du coup donc en effet, une des choses qu'on parle, enfin, un des sujets sur lesquels la voiture électrique est souvent pointée du doigt, c'est en effet cette autonomie, entre guillemets, trop faible, peut-être le temps de trop long aussi de recharge, etc. Euh, Qu'est-ce qui est vrai, moins vrai? Est-ce qu'il y a des, des espoirs, on va dire, sur cette thématique-là? Bon, du coup, toi, tu parles, bien entendu, en effet, de pouvoir permettre à chacun d'avoir ses besoins, ce qui est logique, hein. Comment ça se passe sur ce sujet, du coup, de recharge, d'autonomie de cette batterie-là? Les voitures qu'on fait maintenant ont couramment 300-350 d'autonomie. Alors c'est vrai que c'est selon un cycle prédéterminé où il y a une portion à grande vitesse, mais c'est pas tout à grande vitesse. Si on fait tout à grande vitesse et qu'on est en hiver, l'autonomie va être moindre. Voilà. Euh, mais c'est vrai que pour une très grosse majorité de trajets, on va pouvoir les faire sans difficulté. Pour quelques autres trajets, il faut planifier un peu plus pour savoir où on va se recharger, dans quel laps de temps. En même temps, les batteries se rechargent de plus en plus vite avec les techniques qui évoluent. Donc, on a des batteries qui se rechargent qui en une demi-heure vous font passer de 20% à 80%, des choses comme ça. Donc ça permet déjà de faire des trajets. Euh, puis les batteries, les générations de voitures font des progrès assez vite. On lit des essais, on lit le dernier modèle de Tesla bon, voilà, par rapport au modèle d'origine, ben, sur un long trajet, bon, Paris-Marseille, ben, maintenant on fait 1 heure de moins parce que on a amélioré tout, à la fois le temps de recharge et l'autonomie, etc. Donc voilà, tout ça progresse, ce qui d'ailleurs
est en soi une difficulté, c'est que ça progresse assez vite et que de ce fait-là, il y a toujours une prime à attendre. Hmm. Euh, donc je comprends très bien, il y a eu un petit ralentissement des ventes en Europe récemment, mais alors faut en reparler parce que on, on a beaucoup dit oui, les ventes du premier trimestre se cassent la figure par rapport aux ventes du dernier trimestre de l'année 2023, mais ça a toujours été le cas. Chaque année, les ventes du dernier trimestre sont bien meilleures que les ventes du premier trimestre. Et en fait, il faut comparer les premiers trimestres d'une année, enfin le trimestre comparable. Oui, tout à Et fait. là, on voit qu'on a une augmentation de 25% quand même. Donc, bon, un marché qui augmente de 25% par an, bah, je connais beaucoup qui aimeraient bien travailler pour ce genre de marché, hein. Bon, donc il faut relativiser les difficultés, mais c'est vrai que dans certains pays, là, on est plutôt à la stagnation par rapport à l'an dernier. Euh, et c'est parce qu'il y a maintenant un certain attentisme, les gens attendent la nouvelle série de petites voitures moins chères, quoi, hein. Les constructeurs automobiles, je les comprends, je leur jette pas la pierre, mais ça crée un sentiment dans l'opinion. Les voitures électriques, c'est fait pour les riches, hein, et c'est ce sentiment qui est exploité par la droite et l'extrême droite en ce moment. On va nous obliger à acheter des voitures très chères, etc. Mais bien sûr que non. Quand il y aura l'interdiction de la voiture qui émet du CO2, parce que c'est ça l'interdiction, c'est pas une obligation du moteur thermique, c'est une interdiction d'une voiture. C'est une obligation de ne vendre que des voitures zéro émission à partir du 1er janvier 2035. Bah, ce jour-là, il y aura beaucoup de voitures pas chères. Parce qu'il y a déjà, c'est ce qu'a observé la Fédération des industriels allemands de l'automobile, ils ont fait une déclaration le mois dernier qui dit à une époque où il y a déjà des voitures moins chères que les voitures thermiques en Chine, s'enfermer dans la technologie ancienne, c'est s'enfermer dans un marché de niche. Donc, parce on fait dire aux industriels qui sont contre ça, qui craignent, alors, ils craignent, oui, ils ont des craintes, c'est légitime, les Chinois ont beaucoup d'avance, mais malgré tout, ils ne pensent pas du tout qu'il faut aller revenir en arrière là-dessus, parce que, au contraire, il faut aller de l'avant. Euh, bon, je m'égare. Euh, il y a une prime à attendre parce qu'il y a toujours des modèles nouveaux et plus performants assez vite. Euh, donc il y a une prime à attendre et il y a une décote de la voiture électrique qui est un peu plus rapide que la décote de la voiture thermique pour cette même raison. Parce que la neuve fait tellement mieux à chaque instant qu'une voiture qui a déjà 3 ans ou 5 ans, que celles-ci ont parfois un peu de mal à trouver preneur. Voilà. Euh, c'est le prix du progrès trop rapide, mais le progrès très rapide, c'est ça qui va faire en sorte que dans les prochaines années, on va avoir plein de modèles avec des autonomies de plus en plus grandes, des coûts de plus en plus bas, des coûts de fonctionnement de plus en plus bas, etc. Du coup, ouais, par rapport à ce prix-là, donc euh, pourquoi il y a cette différence du coup de... Donc on comprend qu'au fur et à mesure, il y aura du coup cette baisse de prix du coup des voitures électriques, donc en effet aussi j'imagine des économies d'échelle, de plus en plus de développement, etc. Pourquoi est-ce que tu as une différence de prix de base aussi entre actuellement la voiture électrique et la voiture thermique? Est-ce que c'est qu'une question de quantité, disons, de vente, de R&D pas suffisamment exploité, etc. D'où ça vient cette partie-là? Oui, il n'y a aucune raison de fond. Ok. Il n'y a aucune raison de... euh, D'ailleurs, en réalité, si tu regardes à des modèles équivalents, tu vois pas vraiment de différence. C'est pas vrai. Si tu prends la Mégane, les plus chers en fait sont les hybrides raccordables parce qu'elles ont la double motorisation et Hmm. ça c'est. Puis en plus ça marche pas. Enfin, ça marche pas d'un point de vue de réduction des émissions. Ça marche pas parce que les gens ne les rechargent pas finalement. Euh, mais non, si tu prends une voiture qui a des caractéristiques à peu près comparables, si tu prends une Tesla à 40 000 euros et puis tu regardes ce qu'il y a sur le marché dans des voitures qui ont des performances plus ou moins comparables, tu ne trouves pas beaucoup moins cher en thermique, hein, c'est pas vrai. Euh, Ce qu'il y a, c'est qu'il y a peu de modèles bon marché. Voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. Il y a la Spring, qui est quand même un peu limitée en autonomie et en confort en tenue. Bon, voilà, mais j'attends beaucoup de la R5 et de la C3 qui arrivent. Il y a des voitures qui sont remarquables, mais qui sont tout à fait données, effectivement, la Mégane,
la Scénic, voilà, c'est des machines qui ont un prix, mais je suis pas sûr que les thermiques équivalentes soient vraiment moins chères. Euh, et au fond, il n'y a pas de raison parce qu'il y a moins de pièces mobiles, il y a moins de travail pour faire un moteur électrique que pour faire un moteur thermique. Alors, après, il y a le coût de la batterie. Donc, au fond, la caisse et le moteur de l'électrique coûtent moins cher aujourd'hui que la caisse et le moteur du thermique. Mais le réservoir du thermique coûte rien. Et le réservoir de l'électrique, c'est la batterie et c'est une pièce qui coûte plusieurs milliers d'euros. Voilà, c'est ça la différence. Euh, c'est ça qui peut expliquer parfois une différence de prix en faveur du thermique. Après, si on regarde le coût d'utilisation, qu'on regarde les coûts d'entretien et les coûts des combustibles, alors évidemment, ça dépend si on est obligé de se recharger tout le temps sur des bornes publiques payantes, ça peut être cher. Si on se recharge chez soi avec le prix, le tarif domestique, ou chez tel ou tel telle, telle ou telle grande enseigne commerciale qui vous fait des charges gratuites, bah là, le thermique est enfoncé déjà aujourd'hui. Et Mais il faut pouvoir avancer l'argent, pardon. tu saurais dire du coup la différence de prix, parce que ouais, en effet, il y a le coût d'achat, donc au début, donc le coût de base, et ensuite un coût d'opération, on va dire, de tout cette de voiture électrique. La différence de prix entre, enfin, en France, on voit à peu près, on voit que l'électrique est malgré l'augmentation, si je me trompe pas, est du coup quand même moins cher que lorsqu'on va mettre du coup du pétrole. Est-ce que c'est le cas aussi à globalement, on va dire? Est-ce que globalement, donc sur le coût d'opération, donc le fait de utiliser le coût d'utilisation, excuse-moi, Oui. utiliser cette voiture électrique, on voit qu'en France, on a en fait cette différence qui existe au fur et à mesure en fonction de là, en effet, où tu vas te recharger, où tu vas recharger cette voiture électrique. Est-ce que c'est aussi le cas dans d'autres pays? Alors oui, oui, ça, je pense que ça c'est général. Après, les différences sont, ça va dépendre des systèmes. C'est-à-dire si vous Ok, êtes aux États-Unis, où l'essence est très peu taxée, ça va être moins évident. ok, L'avantage économique de l'électrique est moins évident aux États-Unis parce que l'essence n'est pas du tout taxée. Au Canada, au Japon, en Europe, en Corée, l'essence est taxée. Donc il y a cet avantage. Je dis les États-Unis, mais j'aurais pu dire aussi l'Iran, la Russie, voilà, le Mexique, où l'essence est très peu taxée. Et en fait, ça équivaut à une subvention aux combustibles fossiles. Là où l'essence est taxée, euh, il y a partout un avantage en coût total, en coût total de possession, un avantage à l'électrique qui ne va aller qu'en s'améliorant. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que c'est l'avenir du coût de l'électricité. Et ça, c'est assez compliqué parce que d'un côté, on va avoir beaucoup d'électricité bon marché, en tout cas sur les marchés de gros, parce que ça va être beaucoup de l'énergie renouvelable. Et quand elle sera, c'est elle qui va donner le prix quand il y en aura beaucoup. Euh, Par ailleurs, on va quand même avoir des compléments de rémunération et le financement des réseaux électriques qui vont par contre ajouter à la facture. Donc c'est très difficile de dire. Mais ce qu'on pourra faire avec une voiture électrique, c'est quand même se charger aux heures où l'électricité va coûter moins cher. Alors pour l'instant, ça coûte moins cher aux producteurs d'électricité, ça ne se voit pas tellement chez le particulier, sauf à prendre un tarif style tarif tempo, jour-nuit. Mais je pense qu'on va aller vers une généralisation de tarifs assez variables et qu'on apprendra à nos chargeurs et à nos voitures à se recharger. Faut qu'elles le fassent toutes seules. Il ne faut pas qu'on soit là tout le temps à compter les sous à chaque recharge, mais à se recharger aux heures où il y a des surplus renouvelables pas chers. Et là, on améliore encore évidemment le bilan écologique de la voiture parce qu'on baisse encore les émissions de CO2 par rapport au contenu CO2 moyen du kilowattheure électrique de l'endroit où on se trouve. Et on améliore aussi du même coup la performance économique de la voiture parce qu'on va se recharger avec une électricité pas chère. C'est l'avantage de la batterie. ouais, ouais, tout à fait. Pour revenir au point qu'on discutait tout à l'heure sur les batteries, parce que je sais que c'est un gros sujet qui est souvent abordé,
on parle beaucoup de batteries, de métaux, etc. Donc tu parlais en effet tout à l'heure la batterie lithium-ion qui est la base Oui. de beaucoup de produits qu'on a au quotidien, hein, Mhm. les téléphones, Mhm. l'ordinateur, etc., avec lequel on discute aujourd'hui. Euh, de quoi est composée concrètement une batterie? Est-ce qu'il y a uniquement du coup ce lithium-là? Est-ce qu'il y a d'autres types de métaux? Ah non, non, il y a Voilà. des métaux, il y a toutes sortes de Ouais. métaux. Il y a du cuivre, Ok. il y a de l'aluminium, il y a du manganèse. Alors, sur une catégorie qu'on appelle les batteries ternaires, qui sont encore majoritaires aujourd'hui, mais dont la part diminue sans cesse, il y a du nickel et du cobalt. Ok. Bon, je crois que j'ai dit les principaux. Là-dessus, le lithium, c'est quelques kilos sur une batterie qui va peser 400 kilos. Il y a peut-être 10 kilos de lithium, hein. Euh, mais on l'appelle le lithium parce que c'est essentiel. Ça se trouve dans la cathode et dans le corps de la batterie, c'est-à-dire je sais pas comment on dit, enfin, voilà, c'est le lithium qui fait voyager les électrons finalement d'une électrode à l'autre. Mais les électrodes sont l'une en cuivre, enfin, il y a un collecteur d'électricité qui est en cuivre d'un côté, en aluminium de l'autre. Il y a du manganèse, voilà, il y a beaucoup de choses. Et effectivement, les voitures électriques, alors entre la batterie, puis le moteur et les circuits, va avoir un besoin de cuivre nettement plus important qu'une voiture thermique. Et de cuivre et d'autres métaux dont certains sont rares ou dont certains sont exploités dans des conditions discutables, ce qui est le cas du nickel et du cobalt. Ok. Très bien. Nickel, c'est surtout un problème d'environnement, notamment en Indonésie. Cobalt, c'est surtout un problème social et de travail des enfants. Ça concerne que 15% du cobalt qui est miné en Congo. Voilà, mais ça préoccupe, c'est préoccupant. Euh, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles même ces batteries ternaires utilisent de plus en plus souvent du nickel et pas du cobalt. Enfin, ne serait-ce que par le prix du nickel est bien moins élevé que celui du cobalt. Voilà. Et ça, c'est une catégorie de batteries, c'est les plus performantes ou presque. Il y a des batteries NCA qui sont encore un peu plus performantes, mais il y en a très peu dans la voiture électrique. Il y en a beaucoup dans les téléphones et les ordinateurs. Et puis il y a une nouvelle catégorie qui s'appelle LFP ou LMFP. C'est lithium fer phosphate, pas de nickel, pas de cobalt. Et LMFP, c'est on ajoute du manganèse. Et ces batteries sont un peu moins performantes en termes de densité énergétique et de ce qu'on appelle l'énergie spécifique, c'est-à-dire l'énergie par rapport au poids. Donc, à performance égale, elles sont un peu plus lourdes. En même temps, il y a besoin de moins de précautions pour éviter qu'elles prennent feu spontanément. Donc, on peut gagner sur des éléments de poids qu'il y a autour. Euh, et puis, elles ont une durée de vie plus longue, elles supportent beaucoup plus de cycles, elles se rechargent jusqu'à 100% sans perdre en performance, alors que les autres, il vaut mieux les recharger à 80% la plupart du temps, etc. Donc, elles ont beaucoup d'intérêt et elles se répandent rapidement. Elles font maintenant 40% du marché. Elles font la totalité du marché des camions et des utilitaires. Pourquoi? Parce que les camions, surtout les camions des entreprises de transport, bah, c'est des véhicules qui roulent 8 heures par jour, tous les jours. Donc, c'est des véhicules qui font 1 million de kilomètres, là où la voiture particulière va en faire 200 000. Et donc, beaucoup de cycles. Et donc, il faut des batteries qui résistent à un grand nombre de cycles. Et c'est typiquement la batterie LFP. Voilà. Puis derrière, il y a encore une enfin, il y a plusieurs catégories hautes de batteries qui peuvent arriver. Les batteries dites solides, les batteries zinc-air, etc. Mais la plus probable, c'est la batterie sodium-ion qui, elle, remplace le lithium, parce que LFP et NMC, il y a du lithium. La batterie sodium-ion, elle, remplace le lithium par du sodium. Alors, elle est encore un peu plus lourde, encore un peu moins performante. Euh, Elle va sûrement s'imposer dans tout ce qui est résidentiel ou grosse batterie de réseau, euh, tout ce qui est stationnaire. Mais je pense qu'elle va aussi prendre des parts assez vite dans la mobilité. Peut-être pas les voitures, parce qu'il faut quand même quelque chose d'un peu compact, mais probablement les camions,
toutes sortes d'engins. Je pense que la batterie sodium-ion va remplacer, va prendre une part de marché intéressante. On parlait aussi enfin, souvent quand on regarde les clichés qui existent sur la voiture électrique, on parle souvent aussi des métaux rares, du coup des terres rares, etc. Qu'est-ce qu'il en est du coup sur ce sujet-là? Alors, c'est marrant parce qu'on parle jamais du platine qui est beaucoup plus rare, mais qu'on a dans tous les pots catalytiques. Non mais c'est beaucoup plus rare le platine. Euh, alors il y a des terres rares, non pas dans les batteries. Il n'y a pas de terres rares dans les batteries. Il y a des terres rares dans certains moteurs. Et de même qu'il y en a des terres rares dans certaines éoliennes, notamment celles qu'on installe en mer, généralement, parce que ça permet de faire des éoliennes sans engrenage réducteur, ce qui est une source de panne qu'on évite. Et en mer, il vaut mieux éviter les sources de panne parce que la réparation coûte cher. Voilà. Je résume vite. Puis ça permet de faire des nacelles un peu plus légères et un peu plus performantes, mais on peut faire sans, hein. Puis les terres rares sont pas rares, contrairement à ce qu'on croit. Euh, bon, les gens ne savent pas, c'est normal, hein, quand on n'a pas cherché le sujet, on se fait des idées assez approximatives sur l'industrie minière. L'industrie minière, c'est à 80%, c'est trois métaux. Euh, c'est le fer, le cuivre et l'or. Euh, et pour ces trois, on mobilise des milliards de tonnes de minéraux euh, chaque année, et concentrés. C'est à peu près, ça va entre 2 et 3 milliards de tonnes. Et ceci pour finalement avoir des quantités extrêmement différentes de métaux à la fin, parce qu'on a plus de 2 milliards de tonnes de fer, dont on fait de l'acier. On a en gros 20 millions de tonnes de cuivre, dont on fait tout et n'importe quoi, notamment dans la transition énergétique, parce que c'est le métal qui a une bonne conductivité électrique et une bonne conductivité thermique. Donc, on le trouve dans les éoliennes, les panneaux solaires, les moteurs électriques, les pompes à chaleur, les échangeurs de chaleur, les réseaux, partout. Et puis l'or, on a 3000 tonnes d'or, alors qu'on extrait 2 milliards de tonnes de matériaux. C'est pour ça que l'or est pas donné. Il y a une raison à ça. Voilà. Euh, non, mais c'est pour dire que les gens qui s'interrogent sur l'extraction minière et qui voudraient la réduire devraient s'intéresser à l'or et à quoi ça sert et pourquoi on est tous dans la soif de l'or. Bon, ce serait, parce il y a 8% de l'or qui sert à des applications industrielles et puis tout le reste, c'est de la bijouterie ou la monnaie de réserve. Euh, voilà, ça c'est 80% de l'industrie minière et puis après viennent le nickel. Euh, quelques autres, et puis le lithium est très très loin derrière. Euh, alors, dans la transition, moi je lis des choses, je lis des interviews de Célia Isoard, j'écoute Aurore Stéphan, et j'entends des choses qui sont grossièrement fausses. C'est-à-dire, il y a des fonds de vérité. D'abord, l'industrie minière n'est pas la plus propre des industries par définition, parce qu'elle prend dans le sol. Donc voilà, il faut araser des surfaces, voilà, ça bouleverse le paysage, ça c'est sûr, ça peut mettre des polluants, ça peut créer des déchets qu'on met très longtemps qu'il faut surveiller pendant un certain temps, même assez long, etc. Bon, j'entends tout ça. Mais quand j'entends que avec la transition énergétique, on va multiplier par 5 ou 10 l'extraction de métaux, non, non. On va peut-être augmenter de 1 ou 2% le fer, on va peut-être augmenter de 50% le cuivre, et on va peut-être augmenter, l'or, on va pratiquement pas le toucher, et on va augmenter de beaucoup le lithium, hein, on dit jusqu'à 40 fois le lithium, mais le lithium c'est rien. Dans l'extraction minière aujourd'hui, c'est rien. Alors peut-être ça finira par apparaître comme un petit 5% du total, mais voilà. Non, on va pas multiplier l'extraction minière par 5 ou 10, ça c'est totalement faux. Et euh, là-dessus, on nous dit l'extraction minière, c'est 10% de l'énergie et des émissions de CO2, et donc la transition est impossible parce que
Comme on multiplie ça par 5 ou 10, ça multiplie par 5 ou 10, c'est 10% de CO2, et donc tout ce qu'on va gagner d'un côté, on va le perdre de l'autre et au-delà. Non, c'est faux, à nouveau. L'extraction minière, c'est 1% de l'énergie, moins de 1%. En revanche, la métallurgie, oui, c'est 10%. Là-dessus, il y a 7%, c'est la réduction des oxydes de fer. Hein. Dans la nature, on trouve du fer qui est oxydé, qui est rouillé, et pour faire du fer métallique et ensuite de l'acier, il faut le désoxyder. C'est ça qu'on appelle réduire. Aujourd'hui, on le réduit essentiellement avec du charbon et quelquefois avec du gaz naturel. Demain, on va utiliser la même technique que le gaz naturel, c'est ce qu'on appelle la réduction directe. Et au lieu du gaz naturel, on va utiliser de l'hydrogène. On commence à le faire en Suède avec Hybrid. On a une usine qui est en préparation à Fos-sur-Mer. Euh, Arcelor a obtenu beaucoup d'argent pour faire la même chose à Dunkerque et j'espère bien qu'ils vont le faire. Donc on va réduire ces minerais à l'oxyde de fer et ensuite on les fond dans des fours à arc électriques. Donc on électrifie, parce que l'hydrogène en question va venir de l'électricité. Donc on va électrifier directement ou indirectement la sidérurgie et faire chuter considérablement euh, ces émissions de CO2. Et en tout cas, c'est pas le fer qui. On va pas multiplier le fer par 5 ou 10. On va peut-être ajouter 1 ou 2% pour l'ensemble de ce qu'on a à faire pour la transition énergétique. Alors le cuivre est un problème plus sérieux. euh, Parce qu'on va augmenter de 50% l'extraction de cuivre, bonne partie pour la transition, et peut-être on va peut-être, bon, ça va peut-être aller un peu au-delà, euh, mais c'est pas un gros problème de CO2. C'est éventuellement, c'est des problèmes d'environnement. Enfin, les mines occupent un peu moins de 1% des terres émergées. Bon, donc c'est pas non plus, voilà. Après, on peut dire, bah, si une mine fait disparaître une espèce endémique, elle disparaît de la planète entière. On peut dire que ça affecte le monde entier, mais et il faut éviter évidemment toutes les pertes de biodiversité. Mais voilà, il y a des rapports récents là qui remettent l'industrie minière à sa juste place dans les atteintes à la biodiversité, par exemple. C'est très petit par rapport à d'autres activités que nous avons, par rapport à, à l'agriculture intensive, par rapport au changement des usages des sols, par rapport à la surpêche, par rapport au chalutage, etc. C'est très petit. Je ne dis pas qu'il n'y a pas localement des problèmes, je dis qu'il y a localement des problèmes. Le nickel en Indonésie, aujourd'hui, la façon dont c'est fait, c'est un problème, etc. Mais il faut arrêter de faire de la mine l'espèce de truc absolument, un épouvantail absolu. On va avoir besoin davantage de métaux, de certains métaux, pour la transition énergétique. Ça aura un coût en énergie, puisqu'il en faudra plus. Il y a un autre mythe qu'il faut exploser, c'est le mythe que on va avoir besoin de plus en plus d'énergie euh, par tonne de métal, par exemple par tonne de cuivre. La réalité n'est pas celle-là. Alors, ce qui donne cette impression, c'est quand on apprend que la teneur des gisements décroît. On exploitait des gisements avec 1,7% de cuivre, maintenant on exploite des gisements avec 0,6-0,7%, et parfois moins. Donc on se dit c'est la fin, on arrive à la fin, etc. C'est pas du tout ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu du progrès technique, et que ce progrès technique a rendu possible d'exploiter des gisements plus faibles, avec en gros la même quantité d'énergie. Et en fait, d'ailleurs, la moins de quantité de CO2. Parce qu'au début, on n'avait que du charbon ou du pétrole, et maintenant, on utilise des renouvelables, on utilise de l'électricité, etc. Pas partout, hein, il y a encore beaucoup à faire, mais la tendance, c'est celle-là. Euh, En réalité, quand on exploite des gisements avec des teneurs plus faibles, eh bien, on a accès à beaucoup plus de métal. Parce que les gisements pauvres sont infiniment plus nombreux et grands que les gisements riches. Et il y a des gisements riches qu'on n'exploite pas jusqu'au bout, qu'on a arrêté d'exploiter parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont compliqués pour une raison ou pour une autre. Et on a des gisements plus pauvres qui sont exploités de préférence avec en gros la même quantité d'énergie et moins d'émissions de CO2. Euh, et du coup,
du fait, du fait de ce progrès technique, les réserves n'ont jamais cessé de croître. Alors, là aussi, il faut s'expliquer parce que, comme tout le monde, j'ai dit, et tout le monde dit, et c'est de bon sens, on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini. Moi, j'allais venir. Donc, très bien. C'est évident. Non, mais c'est une évidence, c'est un truisme. La question, c'est que ce truisme ne dit pas du tout à quel moment on est trop loin et on va manquer de quelque chose. Pas du tout. Euh, alors on peut faire des calculs, mais c'est des calculs un peu vains sur la quantité de cuivre totale dans la croûte terrestre, et on voit que ça mesure en milliards, etc., de tonnes. Bon, ça pas grand-chose parce que de toute façon, personne, on va pas, on ne voudra pas, heureusement, et on n'a pas besoin surtout euh, de, 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 de transformer toute la croûte terrestre parce que là, ce serait bon. Donc ce type de calcul, c'est juste pour dire on est très loin des limites. On n'est pas demain dans les limites et dans l'épuisement. En fait, les réserves de cuivre, en 1970, on avait 205 280 millions de tonnes de réserves. Et puis on avait 1,6 milliard de tonnes de ressources, c'est-à-dire là où on savait qu'il y avait du cuivre, mais ce n'était pas exploitable dans les conditions économiques et techniques de l'époque. 50 ans après, on a sorti 650 millions de tonnes de cuivre, donc plus du double par rapport aux réserves. On a des réserves de 890 millions de tonnes et on a des ressources supérieures à 5 milliards de tonnes. C'est un peu comme le pétrole d'ailleurs, plus on l'utilise et plus il semble qu'il y en a. Alors, je ne dis pas que ça va durer toujours, je dis pas que ça. Je reconnais que ça pose un problème, par exemple, qui est que ça augmente les quantités de déchets miniers, de stériles. Euh, mais ça devrait dissiper l'impression que on est au bout, on est aux limites et que pour aller plus loin, on va consommer toujours plus d'énergie et ça va remettre en question la transition énergétique. Tout ça, c'est bullshit. Euh, mais il y a des vrais problèmes, la dépendance à la Chine qui s'est tisser un réseau de mines et qui se spécialise sur le raffinage, c'est un problème. Et quand on dit Je- ça, alors on dit bah, il faut accepter des mines chez nous. C'est ce que dit Pitron, par exemple, Ouais. qui a beaucoup exagéré, j'ai beaucoup de reproches à lui faire, mais il dit ça, et je suis d'accord avec lui. Il dit si on veut pas être dépendant de la Chine, il faut qu'on ouvre des mines et qu'on fasse du raffinage chez nous. Et puis il a trouvé encore plus extrémiste que lui, des gens qui disent non, non, surtout pas, il faut absolument pas de mine chez nous, il faut rien faire, et il faut juste marcher à pied parce qu'on ne peut pas avoir de voiture électrique. Du coup, justement sur cette partie monopole, il n'y a pas de. euh, Est-ce qu'il y a des manières justement d'aller. Enfin, je comprends en effet, il y a cette ouverture en effet des mines chez nous. À quel point on est dépendant du coup des autres pays sur cette partie-là. On parle de la France, mais on parle de l'Europe globalement aussi, hein, de toute façon. Ah, on est assez fortement dépendant aujourd'hui, parce qu'effectivement, on a renoncé à nos mines et on a renoncé à la plupart de nos installations de raffinage. Alors, on n'est pas dépendant que de la Chine, si j'ose dire. Du coup, on est un peu moins dépendant. Quand on est dépendant de 15 pays, ça va mieux que quand on est dépendant d'un seul. Hmm. Euh, la- 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 Moi, j'ai appris ça à l'AIE, la sécurité énergétique, c'est pas de tout faire chez nous, c'est de ne pas dépendre d'un trop petit nombre de producteurs. Il y a des indices pour ça, on sait calculer ça de façon scientifique. Voilà. Donc, euh, sur le cuivre, on n'est pas. Voilà, il n'y a que sur les terres rares, en fait, qu'on dépend de la mine en Chine. Mais il y a sur le raffinage où on dépend sur beaucoup de matériaux, on dépend quand même plutôt de la Chine. Après, il y a des installations ailleurs, il va s'en faire ailleurs dans le monde. Il y en a qui existent ailleurs et il va s'en faire de nouvelles et on va en faire chez nous et on va diminuer notre dépendance, j'en suis convaincu. Je pense qu'on va faire la mine de lithium dans l'Allier, je pense on va peut-être ouvrir des mines de cuivre. Là, pour l'instant, le BRGM fait un inventaire, on n'a pas d'inventaire depuis plus de 60 ans. Et les inventaires qu'on a se limitent à la couche très superficielle, alors qu'on a des techniques aujourd'hui pour aller miner plus profond. Et on a peut-être beaucoup de richesses qu'on peut aller chercher avec, si on s'y prend bien, avec des nuisances très réduites. Faut que la mine d'aujourd'hui et de demain ne ressemble pas à la mine d'hier. Euh, je pense qu'il faut essayer d'éviter les mines à ciel ouvert, il faut plutôt des mines souterraines, voilà, avec
une maîtrise des effluents, une maîtrise des déchets, une maîtrise pour l'environnement. Mais c'est possible. Ce sera jamais parfait, évidemment. Ouais, moi, c'est certain. Je voulais revenir juste un peu sur les métaux juste avant, juste pour finir ce chapitre-là. Donc, on a fait une augmentation de cuivre, une augmentation de lithium, etc. Mais lithium étant très faible en ce moment, ça augmentera, mais bref, ça restera en pourcentage fait par rapport au global, contrairement au cuivre, etc. Par rapport aux métaux globalement, est-ce que, euh, par rapport à la transition qu'on amorce là, qui va durer un certain nombre d'années, il n'y a pas de souci en fait de quantité, on va dire. Il n'y a pas de souci de quantité absolue, il y a un souci de rapidité de mise en œuvre. Et il faut aller vite, il faut faire vite, mais il faut faire bien. C'est pas parce qu'il faut aller vite qu'il faut faire n'importe quoi, n'importe comment, comme ce qui se fait sur le nickel en Indonésie. Donc c'est ça la complexité, c'est qu'il faut faire vite et bien. Sinon, ça passera pas, ça ne marchera pas. Donc c'est un gros travail, c'est important. Euh, mais il n'y a pas, non, il n'y a pas de rareté absolue qui va s'imposer à nous. Et puis par ailleurs, il faut quand même dire que selon les raretés, y compris les difficultés d'approvisionnement qui sont temporaires, elles se reflètent dans les prix. Et quand les prix augmentent, on change la chimie des batteries, hein. On n'est pas. Voilà. Bon, le nickel baisse, mais le cobalt coûte cher. On en met moins ou on n'en met pas du tout. Voilà, si peut-être le sodium demain va nous donner une autre liberté, réduire la demande de lithium et faciliter le fait que ce sera peut-être difficile non pas par une rareté absolue, mais par le temps de mettre en œuvre des procédures, des études d'environnement, voilà, tout ça prend toujours du temps. Le débat public, etc. Donc, euh, voilà, la diversité des solutions possibles va quand même nous donner de la liberté par rapport à ça. Et quand on dit le tout électrique, il faut quand même voir qu'on a une grande variété de, de chimie de batterie et qu'on va jouer sur la palette entière, à mon avis, parce que certaines correspondront mieux à certains types de besoins et parce que, voilà, selon l'évolution des prix, on fera plus ou moins de telle ou telle chimie. Juste pour finir également ce chapitre, tu parlais tout à l'heure, et juste pour être sûr d'avoir bien compris le sujet, tu parlais de terres rares tout à l'heure qui étaient du coup dans les. Euh, j'arrive plus à me rappeler exactement où ils étaient. Enfin, du coup, les terres rares, il y en a du coup dans les voitures électriques, mais également dans les voitures thermiques. C'est ça en fait la conclusion du sujet, ou c'est Alors, pas exactement la alors, conclusion? alors, les terres rares, il y en a il y en a dans certains types de moteurs et certains Ouais, le types de moteur, ouais, c'est ça. générateurs d'électricité, mais pas Hmm, forcément tous. Les terres rares, ça permet de faire des aimants permanents, ça va bien donc avec les moteurs ou les générateurs à aimants permanents. Et par exemple, dans l'éolien, on dit il y a des terres rares dans les éoliennes. Non, il y a des terres rares dans la plupart des éoliennes maritimes, ouais, ouais. mais pas dans la plupart des éoliennes terrestres. Après, il peut y avoir. Et par rapport aux voitures Alors, par dont rapport on aux parlait. voitures, il y a des moteurs qui ont des terres rares et des moteurs qui n'en ont pas. Voilà. Ok, La Zoé avait des moteurs. Alors, je crois que le bon terme, c'est en cage d'écureuil, qui n'a pas besoin de terres rares. Et les premières Tesla et certains modèles de Tesla aujourd'hui, je crois la Tesla propulsion de base, n'a pas de terres rares. En revanche, la Tesla a deux moteurs, parce que maintenant c'est comme ça pour optimiser. On a un moteur qui est très bon sur le démarrage et un autre qui est très bon sur la grande vitesse. Et les deux marchent, voilà, c'est très compliqué. Il y a un des deux moteurs qui a des terres rares et l'autre pas. ok, Euh, mais si on devait se passer des terres rares, on ferait quand même des voitures électriques et on ferait quand même des éoliennes. ok, C'est pas une nécessité. Puis il y a des terres rares, il y en a aussi dans les voitures thermiques, mais c'est dans les lève-vitres, par exemple, les petits moteurs électriques des lève-vitres, il y a des terres ok, rares. T'en as dans les oreilles, là, en ce moment, des terres rares. ok, très bien. Parce qu'il y en a dans les terres rares, on n'aurait pas su faire les écouteurs, minuscules. Ok. Merci du coup d'avoir Et, rectifié le point, dis-moi. et il y a des terres rares dans le pétrole. Pas dans le pétrole, mais dans le raffinage du pétrole, il y a des terres rares. Dans le pot catalytique, il y a des terres rares, etc. Bien sûr. Et surtout du platine.
Et par Donc, rapport à ces métaux-là, où est-ce qu'on en est par rapport au recyclage? Donc j'imagine que ça fait aussi partie du point où à chaque alors, fois on dit ben, alors, les batteries elles vont rester telles quelles, il y aura des cimetières de voitures électriques, enfin, on entend souvent ce sujet-là. non, euh, non, je dirais même, en ce moment, on est en train de mettre sur pied des usines de recyclage. Et le problème, c'est que ces usines de recyclage vont manquer de batteries à recycler au début. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures électriques qui sont en fin de vie. Parce que ces voitures qui ont 10 ans, 15 ans, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques Zoé, quelques Tesla qui arrivent, mais pas grand-chose. Voilà, ça va monter en puissance. Donc le recyclage ne manque pas de technique, il ne manque pas d'usines. Elles vont se mettre en place, mais il va au début manquer de choses à recycler, premièrement. Deuxièmement, le recyclage n'est jamais 100% parfait. C'est-à-dire que, alors, d'une part, il y a des applications qui sont dissipatives. Pour reprendre les terres rares que tu as dans les oreilles, lorsque tu auras perdu ou que cassé, voilà, le fil ne marchera plus, tu vas vraisemblablement te débarrasser proprement, sûrement dans une déchetterie de tes écouteurs. Moi, de mon téléphone, dans ce téléphone qui fait 200 grammes, il y a 36 métaux différents, donc chacun pèse quelques grammes. Euh, on va en général pas aller chercher ces quelques grammes parce que c'est trop petit par rapport à l'effort que ça représente. Donc là, il y a des applications qui sont dissipatives où les terres rares vont être perdues, en tout cas pour longtemps. Euh, bon, les voitures, c'est différent puisqu'il s'agit de batteries de quelques centaines de kilos bourrés de matières qui ont une valeur sur le marché. Hein. En ce moment, on vole du cuivre partout parce que son prix est monté à 10 000, à 10 000 euros. Euh, on va pas laisser, on va pas envoyer non plus dans les pays du tiers-monde des voitures électriques qui ont une valeur de résiduelle importante avec tous ces métaux. On va les recycler, on va les récupérer. Euh, pour l'instant, ça coûte plus cher de les récupérer que de les miner, mais on va faire les deux. On se donne des obligations. L'Union européenne donne des obligations de recyclage et on est obligé, le recyclage des voitures n'est pas quelque chose d'anti-économique, si tu veux. C'est quelque chose plus ou moins rentable par rapport à la mine, mais on fera ça parce que de toute façon, ça va aider puissamment dans 10 ans, dans 20 ans. Ça va aider aussi à l'approvisionnement en matériaux. Et à terme, euh, euh, je dirais pour la deuxième génération, c'est-à-dire euh, bon, si on arrête le moteur thermique neuf en 2035, disons qu'en 2050, presque tous les véhicules sont électriques, vont arriver en fin de vie, on va les recycler massivement et ça va être une source massive pour la génération de voitures qu'on fabriquera en 2040, 2050, 2060, etc. Ce sera une source importante, alors qu'au début, c'est une source extrêmement minoritaire quand c'est une source d'approvisionnement pour ces batteries. Ce sera une source très importante pour les batteries dans le futur. C'est une des grosses différences entre le thermique et l'électrique. Le thermique, on met dedans du pétrole et ce pétrole disparaît sous forme de CO2 dans l'atmosphère voilà, alors que le métal n'est pas perdu. Le métal, il est là et on va le réutiliser une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. D'où l'intérêt. Voilà, donc le recyclage est très intéressant et fait que le, le parallèle qu'on peut faire entre l'extraction minière des fossiles et l'extraction minière des métaux, il s'arrête là. L'extraction minière des métaux, c'est en bonne partie transitoire pour la transition, c'est-à-dire ça ne dure pas toujours. Si, ça durera toujours, mais ça va retomber à un niveau plus faible. Là, on a une période où on passe d'un Mm. système à l'autre et il faut beaucoup extraire de métaux. Une fois qu'ils sont sortis, on sera sur une pente plus douce d'extraction, aussi parce que on aura fini notre transition, le monde aura fini sa transition démographique, on cessera d'augmenter la population mondiale, on aura une saturation d'un certain nombre de besoins, euh, et donc voilà, on sera sur un rythme beaucoup plus mesuré d'extraction minière. Il y a deux autres points que j'ai envie d'aborder encore avant euh, Je t'en prie, qui sont également deux autres clichés, disons, du charbon, vas-y. enfin, de voitures électriques, bon, qui sont des choses plus connues. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu les aborder au début, mais je vais quand même les aborder parce que ça fait partie aussi de l'épisode. Hein. C'est pas parce que c'est connu que c'est Mhm. compris. D'abord, c'est la partie pollution.
sur la pollution des voitures électriques. Comment est-ce qu'on se situe par rapport à cette partie-là? Bon, on a parlé des métaux juste avant, des mines, donc là on comprend qu'en effet il y a une partie pollution locale qui existe, si c'est bien fait, moins bien fait, et l'objectif en effet c'est que ça soit le, le mieux fait possible. On comprend que pour le nickel, ça n'a pas été fait de manière bon, j'allais dire de manière nickel, c'est un peu une blague pourrie, mais bon, ça n'a Oui. pas été fait de bonne manière. Et donc pour les autres types de métaux, en tout cas, l'objectif est de faire mieux, bien entendu. Euh, Comment se situe du coup sur cette pollution globale, que ça soit locale, bien entendu, même si on a déjà parlé, et surtout, enfin local quand je parle du coup des mines, et localement au moment de l'utilisation des véhicules électriques. Bon, déjà, avec les véhicules électriques, on n'a pas de polluants dits classiques, euh, du moins à l'échappement, NOx, composés organiques volatiles, hydrocarbures à brûler, particules fines, etc. Donc c'est quand même déjà un gros avantage. Il y a une attaque maintenant contre les véhicules électriques en disant oui, mais comme elles sont plus lourdes, il y a plus de particules qui viennent de la route, des pneus, des freins. Bon. Euh, alors, au pire, on a un niveau équivalent d'émissions entre ces véhicules électriques et les véhicules thermiques les plus récents, ceux qui appliquent les normes les plus strictes. Si je compare avec un véhicule qui a 10 ans, qui a 15 ans, qui a 20 ans, on est très largement gagnant. Parce que on oublie toujours, là, mais maintenant, il y a aussi une tendance qui nous dit il faut garder son véhicule le plus longtemps possible. Et si on a un véhicule de 20 ans, c'est mieux. Parce que, etc. Non, c'est pas mieux parce que c'est un véhicule qui, en termes de pollution classique, pollue 20 fois plus. C'est comme 20 voitures électriques, donc faut pas dire de bêtises. La pollution atmosphérique, elle tue 40 000 personnes par an, 40 à 50 000 personnes par an en France, décès prématurés, etc. Quand même pas négligeable. Sur le CO2, il n'y a pas photo non plus. C'est-à-dire, on dit la fabrication des batteries, ça fait des émissions de CO2, oui. Il y a à peu près le double d'émissions de CO2 dans la fabrication d'une voiture électrique par rapport à une voiture thermique. En gros, c'est 7 tonnes de CO2 en plus à la fabrication. Mais ensuite, quand ça roule, bah, réduit beaucoup les émissions. Alors, de combien? Bah, si on roule dans un pays où l'essentiel de l'électricité est fabriquée à partir du charbon, on a un gain faible, mais qui est, pour prendre le pays européen le plus défavorable, qui est quand même de 35%. Donc on réduit les émissions de CO2 de 35%, avec une voiture qui est fabriquée en Chine et qui est utilisée en Pologne ou en Lituanie. Euh, si on l'utilise en France, on a Et au bout de combien de kilomètres sur cette partie-là? ben, C'est sur 30%, c'est au bout de 200 000 km. 200 000 km, ok, ouais. Euh, comment dire? Donc ça veut dire que dans ce cas-là, le remboursement est assez long. C'est-à-dire la dette initiale de CO2 émise lors de la fabrication du véhicule se rembourse peut-être au bout de 10 ans dans ce cas-là. Dans le cas français, elle se rembourse beaucoup plus vite parce que sur la totalité de la période, on va avoir une baisse d'émissions de 80%. Et en Norvège, c'est encore mieux. En Suède, c'est encore mieux. En Allemagne, c'est un peu moins bien, mais parce que il y a encore du carbone. Mais en même temps, les gens se rendent pas compte. C'est-à-dire, on dit ça en Allemagne, c'est moins bien. Il faut peut-être 3 ans pour rembourser la dette, alors qu'en France, c'est 1 an ou 1 an et demi. Euh, on réalise pas la vitesse de développement des renouvelables et de déploiement des renouvelables dans le monde aujourd'hui. Mais c'est exponentiel. Alors ça, pendant très longtemps, ça a progressé doucement en fait. On a mis on était encore à moins de 20% en 2010. Et puis là, en 2022, on est à 30% dans le monde d'électricité qui est faite avec des énergies renouvelables. Donc avant, c'était surtout de l'hydraulique, hein. Maintenant, il y a le solaire et l'éolien qui sont dans la partie, donc ça doit faire 12%. Donc ça, c'est venu s'ajouter aux 18% d'hydraulique. Voilà, on est à 30%. On sera à 40% en 2028 et on sera au-delà de 50% euh, pratiquement dès 2030 ou 2031-32. Donc voilà. Et puis ça va continuer. Donc ça va très vite maintenant parce que les coûts se sont effondrés et les installations, les capacités de production ont augmenté considérablement. Elles ne cessent d'augmenter. Alors c'est encore plus vrai pour le solaire que pour l'éolien. J'espère que l'éolien va suivre. Mais voilà, donc
ça va se développer très vite, ce qui veut dire qu'une voiture qu'on met sur le marché aujourd'hui, on pourrait calculer qu'avec le mix électrique d'aujourd'hui en Allemagne, sa performance va être de réduire les émissions de 60% ou 65%. Et en fait, ça va être beaucoup mieux. En fait, ça va être assez proche du résultat français parce qu'il n'y a que je veux dire, l'an dernier, déjà, on avait plus de la moitié de l'électricité allemande qui était renouvelable. Plus de la moitié. Donc, ça va très vite. Non, mais c'est important en effet de clarifier cette partie-là. Et comme tu dis, tous les mix, ils évoluent également, hein. Donc l'état aujourd'hui ne sera pas l'état de demain. Et Mais en fait, exactement. d'autant plus si on se dit qu'on a besoin, je sais pas, de 3 ans pour l'Allemagne, dans un Oui, an, il faudra peut-être que 2 ans, etc. Enfin, qu'un an et demi. C'est peut-être voilà. qu'on gardera Et 6 mois, etc. Et pareil pour la voilà. Pologne, Donc, etc. il faut bien prendre en compte Mm. l'évolution. Et je répète, il faut prendre en compte le fait que ce sont des véhicules qui ont une batterie. Cette batterie va permettre de se recharger préférentiellement sur des renouvelables et pas sur des fossiles. Ouais, tout à fait. Donc, ça peut être encore meilleur. Ouais. Euh, Il y a un dernier point. Attends, je laisse passer juste le camion. Il y a un dernier point bah, justement, je voulais parler de ce sujet-là, que tu parles dans le livre, dont tu discutes dans le livre. C'est justement la partie fret, avant de passer aux questions de fin. Parce que c'est un sujet qui est pas facile, qui est complètement différent, dans lequel on parle. Il y a pas mal de choses qui se disent dessus. Sur le fret, au global, donc on a bien entendu le fret terrestre et le fret, du coup, extraterrestre, hein. Du coup, l'avion, le fret maritime, etc. Euh, à quel point l'électrique peut aider sur l'un ou l'autre? Considérablement sur le fret terrestre, il y a juste aucun doute. C'est-à-dire que euh, si on applique la réglementation européenne sur les temps de conduite des chauffeurs, pour tous les camions de transport, des entreprises de transport qui font de la longue, des longs trajets, qui n'ont qu'un chauffeur, ce qui est quand même une grosse majorité, euh, les camions à batterie peuvent déjà, les derniers modèles qui sont sortis, peuvent déjà répondre complètement à la demande. C'est-à-dire euh, rouler 4h30, s'arrêter 3/4 d'heure pour le temps de recharger les batteries du chauffeur et celui et celui du véhicule, et faire une fin de trajet pendant 3 heures, et ensuite on a la nuit pour se recharger complètement. Donc on a déjà les camions pour faire ça. Et pour faire ça, quel que soit le profil de la route, s'il y a des côtes, si c'est en hiver, etc., on sait faire ça. Après, vous avez le cas exceptionnel en Europe du camion à deux chauffeurs. Bon, je ne sais pas si c'est indispensable. Des camions qui roulent sans s'arrêter de Bulgarie à la Bretagne, quoi. Est-ce qu'on a absolument besoin de ça? Je sais que ça, c'est un peu un mode qu'on trouve en Australie aussi, parce que les distances sont extrêmement grandes et puis voilà, il y a pas toujours les infrastructures ferroviaires pour le faire. Aux États-Unis, il y a le fret est beaucoup ferroviaire, hein. Voilà, donc il peut y avoir des cas limites où c'est un peu plus compliqué. Je suis pas convaincu qu'on a absolument besoin de répondre à ça. On peut aussi changer certaines pratiques. Et alors après, il y a d'autres façons que la grosse batterie pour électrifier les camions. Il y a l'échange de batterie qui existe même sur certaines voitures particulières, notamment chez les taxis. Parce que les taxis font couramment 250 km tous les jours. Donc là, il peut y avoir des systèmes d'échange de batterie. En même temps qu'on échange le chauffeur, on échange la batterie. Et puis on a des taxis qui roulent 24 heures sur 24. Euh, NIO fait ça. On peut avoir la même chose sur des camions avec un échange de batterie. Et puis il y a l'idée de l'autoroute électrique, c'est-à-dire on électrifie la voie droite des autoroutes, soit par des caténaires, soit par un rail dans la chaussée. Et les camions peuvent s'alimenter en continu, donc rouler en continu et recharger leur batterie en continu pour ensuite faire la desserte finale. En France, on est toujours à 100 km d'une autoroute. Si on a un trajet de plus de 300 km, on va toujours avoir une portion d'autoroute où on pourrait se recharger. Il faudrait équiper à terme 11 000 km d'autoroute. Voilà, c'est étudié, c'est à l'étude. Il y a des essais qui se font. Ça sera peut-être la solution. Moi, j'ai un peu tendance à penser, je suis très pour cette solution. Elle suppose beaucoup de gouvernance, de réunir les pouvoirs publics, RTE, EDF, les sociétés d'autoroutes, les fabricants de camions, etc. Voilà, qu'il y ait un accord et des choses assez simples. Donc ça, c'est la partie la plus difficile, surtout qu'il faut le faire au niveau européen pour que ça ait un sens. Euh, mais c'est pas infaisable. Euh, ou alors on fait le pari que les progrès des batteries vont être tels que finalement les batteries vont résoudre tous les problèmes.
Ok. Je propose de passer aux questions de fin. Cédric, Oui. est-ce que tu as un contenu à partager qui t'a marqué? Alors, un contenu à partager qui m'a marqué. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai bien aimé le livre de Christian de Pertuis, Ok, Carbone fossile, carbone vivant. ok. Je pense que c'est peut-être quelque chose que tout le monde devrait lire. Je ne sais pas si tu l'as Non, pas interviewé. encore, pas encore. Euh, voilà, j'ai bien aimé celui de, comment il s'appelle, Jays et Desjardins. Comment ça s'appelle, la Révolution obligée. Ok. Euh, Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre comme contenu récent non, bah, je vais m'en tenir à Mais ces c'est deux-là. déjà pas mal. Dans le Morvan, je t'en donne deux, donc ça va. Je mettrai bien entendu les liens en description. Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens? Alors là, il y a que l'embarras du choix. Euh, Par quoi commencer? Une action, une action. Donc à un niveau individuel. Enfin, Ouais, ou enfin vraiment ah ce qui bah faut t'inspire voter aux maintenant. européennes. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Parce que, alors oui, il y a plusieurs choix possibles, hein. Mais oui, je dirais que l'action a pour commencer, là, faut voter aux européennes parce qu'il faut pas laisser le Parlement aux mains de la droite et de l'extrême droite, qui veulent revenir sur tous les acquis de l'écologie, tous. Bon, ils l'ont déjà fait, hélas, sur l'agriculture, ils y Hmm. arrivent avec la complicité des exécutifs en place qui tremblent de peur devant les manifestations d'agriculteurs qui ont été bien manipulées, je trouve, bien téléguidées à la fois par les gros céréaliers et par l'extrême droite. Mais ils veulent revenir sur les éoliennes, ils veulent revenir sur tous les engagements. Voilà, ils sont. Donc, non, non, il faut pas. Voilà, il faut voter aux européennes. On est publié avant le 9 juin. Exactement, donc c'est Bon, bon. je pense qu'il y a au moins deux candidats possibles pour défendre l'écologie et défendre la démocratie dans le monde. Il y a deux candidats possibles. C'est pas la peine que je les nomme, je pense. Ouais, tout à fait. On vous laissera bien entendu faire ce travail-là. Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast? Euh, Bah alors, comme j'ai déjà cité Christian Depertuis et Jaïs, je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. Mais t'as eu Karim, t'as eu déjà Karim. J'ai eu Karim, ouais, exactement. Alors, bon, sur les questions de transport, tu peux inviter Aurélien Bigot, mais tu l'as déjà, Aurélien, j'ai déjà eu, mais il y a quelques temps maintenant. Mais peut-être ça tu l'as vaudrait le déjà coup de eu. faire un second round, vu que ça Voilà. fait quelques temps maintenant. Bon, il a une formule très jolie. L'électrique est l'avenir de la voiture, mais la voiture n'est pas l'avenir de la mobilité. Je voudrais bien qu'il ait raison, mais je crois que c'est trop optimiste sur les alternatives à la voiture. Mais voilà. Euh, Sinon, qui tu peux inviter bah, tu pourrais essayer d'avoir Thomas Vérinck de RTE. Ouais, tout à fait. Ce serait intéressant parce qu'en termes de prospective, ils ont quand même fait un travail très très approfondi et il y aurait plein de questions à lui poser. Est-ce que son analyse économique, elle tient toujours maintenant que les EPR2 ont pris 30% d'augmentation du coût? Voilà, comment on pourrait financer les réseaux est-ce que l'argent public auquel le gouvernement court après de l'argent public pour financer le nucléaire et se heurte au fait que, bon, parce que le privé ne veut pas financer le nucléaire, et se heurte à des difficultés avec la commission parce qu'ils disent bah, c'est un producteur parmi d'autres, et donc il y a un problème de compétition. Les réseaux, c'est des monopoles naturels, donc les pouvoirs publics pourraient financer les réseaux. En fait, c'est pas ce qui se passe, hein, c'est nous tous qui les finançons à travers le TURP et les quotes-parts des développeurs d'énergie renouvelable. Si on veut vraiment favoriser la transition, on devrait peut-être financer les réseaux sur des fonds publics. Ouais, non, mais c'est vrai que je suis d'accord qu'il y a pas mal de questions à poser. Il y a des questions à Euh, poser à quelqu'un comme Thomas Vérinck. Ou, Totalement. Et la RTE, ça fait partie, en effet, de mes objectifs de rajouter des podcasts là-dessus, parce que c'est important de comprendre ça serait ben, ce qui intéressant, oui. existe sur le sujet. Et pour encore plus comprendre cette thématique de l'énergie, c'est important de pouvoir compléter avec les épisodes que j'avais pu faire, notamment avec Karim Megherabi sur l'éolien, sur
avec Damien Salel sur le Ah oui, photovoltaïque ou avec excellent, Benjamin Damien. Bouchou sur l'hydroélectrique ou Maxence Cordier que j'avais fait aussi sur le nucléaire. Bref, mais en effet, pouvoir compléter, ce serait Nicolas génial. Goldberg est très bon aussi hein, sur les Ouais. marchés de l'électricité. Si on veut comprendre un peu ce qui se passe, Nicolas Goldberg était très intéressant. Nickel. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Cédric, si on souhaite te suivre sur les réseaux pour Bah, avoir davantage d'informations sur ce que tu fais? alors moi je suis surtout sur LinkedIn Ok, évidemment, mais sinon j'ai un blog cédricphilibert.net. ok, Euh, voilà, je crois qu'avec ça on a dit l'essentiel. Et je fais de temps en temps des tribunes, mais c'est au coup par coup dans Le Monde, dans Libération, sur Alternative économique, etc. À l'IFRI, il faut regarder les publications de l'IFRI, parce que je suis quand même chercheur associé à l'IFRI, et je refais, je sais pas, 2 fois par an, une note assez détaillée sur un sujet ou un autre. trop bien. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Cédric, pour ton temps.